Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de la semaine. Pas d'actu aujourd'hui parce que il faut se laisser le temps aux actus aussi. Là, c'est vrai qu'on sur plusieurs projets, ça bloque un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est lent, donc pour l'instant, on n'a pas énormément de choses à vous raconter. Mais aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'IA et ça sera le sujet de cet épisode. Juste avant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram, La Flouserie, on vous partage notre quotidien d'investisseur. Et je pense que c'était tout ce que je devais dire en début d'épisode. Ouais, moi j'ai quelques infos à rajouter. On a sorti la semaine dernière une nouvelle vidéo YouTube sur la SCLIS. Donc pour ceux que ça intéresse, allez la voir. Je sais qu'on a déjà parlé pas mal dans le podcast, mais bon voilà, j'en parle d'une autre manière, dans un format plus court, plus dynamique, forcément filmé. Donc c'est sur YouTube. N'hésitez pas sur notre chaîne YouTube La Flouserie. N'hésitez pas par la même occasion, pareil, à vous abonner, à éventuellement mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à activer la cloche. Enfin voilà, vous connaissez un peu tous les boutons YouTube, et si vous voulez nous filer un petit coup de main pour qu'on monte petit à petit sur cette nouvelle plateforme, c'est avec grand plaisir et je vous en remercie pour ça. J'espère que l'épisode de jeudi de l'interview avec Arthur vous a plu. En tout cas, on a eu des bons retours, donc franchement, ça fait plaisir là-dessus. J'en profite également, parce que du coup, Marie, on n'en a pas parlé, mais si jamais vous voulez savoir si vous êtes prêt ou pas à démarrer l'immobilier, on a fait un calculateur directement sur le lien en bio de l'épisode, donc n'hésitez pas à cliquer et aller faire votre simulation pour savoir si vous êtes finançable, si vous êtes en capacité de trouver un bien rentable en fonction de où vous êtes situé, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'on a construit là-dessus, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour ce début d'épisode. Exactement. Qu'est-ce qui nous a inspiré cet épisode? Je pense que parce que déjà récemment, on est passé sur Claude. Avant, on utilisait ChatGPT. On utilisait ChatGPT depuis un moment. Je pense que 2 ans, je pense, pas loin. Ouais, j'allais dire, je pense que c'était fin 2023, un truc comme ça. Où j'avais pris la version payante et tout. Et là, récemment, on est passé sur Claude, qu'on trouve mieux pour l'instant que ChatGPT. Alors à voir, hein, parce que ça fait 1 mois, 2 mois, même pas qu'on l'a. Donc on va voir ce que ça donne. Et aussi, genre, tu t'es rappelé d'un truc que t'avais au Crédit Agricole, ça s'appelait AV by César ou un truc comme ça, non? Ouais, attends, je vais réexpliquer un peu, parce que bon, c'est moi qui ai eu l'idée de cet épisode. C'était pas pour vous faire un épisode un peu classique en mode mon Dieu, l'IA révolutionne le monde, passez pas à côté. Non, c'est plutôt pour vous expliquer, nous, un peu dans notre quotidien, qu'est-ce que ça change, parce que c'est vrai qu'entre guillemets, on s'en est rendu compte récemment avec Marie, mais l'IA aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'on s'en serve. On s'en sert pour tout. Tout et rien. Genre on s'en sert pour tout. Moi je vois quand même des belles possibilités dans notre quotidien, et c'est surtout que même en tant qu'investisseur immobilier, ça nous aide énormément, ça nous a fait gagner beaucoup de temps sur pas mal de choses. Donc c'est pour ça un peu qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Et c'est vrai que Marie introduisait par cette anecdote. En fait, ça me fait rire, parce que c'est vrai que pour vous montrer à quel point les banques sont toujours archaïques, j'en ai toujours parlé, hein, que les logiciels sur lesquels on travaille, c'est des trucs, si vous voulez, genre on a encore des interfaces Windows 95. Je suis pas étonnée. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte le truc. Genre aujourd'hui, vous voyez un peu la qualité de n'importe quel site web. Justement, Marie parlait de Claude. C'est vrai que Claude, c'est un peu l'IA qui est connu pour permettre un peu à tout le monde de pouvoir coder, d'apprendre à coder facilement et de coder des trucs pas mal. Nous, quand je bossais au Crédit Agricole, on avait certains logiciels. Ouais, voilà, c'était des trucs, genre c'était des espèces de gros boutons gris, carrés sur des fonds verts. Enfin des trucs. Mais j'étais là en mode, c'était pas possible que quelqu'un, la personne qui a codé ce logiciel, je pense que soit elle est à la retraite, soit elle est déjà décédée, parce que c'est pas possible ce truc. Ça date de Mathusalem, quoi. Mais pourtant, il y a une filiale spéciale développeur au Crédit Agricole, c'est CATS. Ouais, c'est Crédit Agricole Technologies et Services. Après, bon, il y a les problèmes d'interface des grands groupes et notamment des banques, qui est qu'en fait, ils peuvent pas débrancher les logiciels du jour au lendemain. Et le problème, c'est que du coup, ils travaillent dessus en permanence pour essayer de les faire évoluer. Alors bon, on avait quand même certains logiciels qui fonctionnaient un minimum, mais c'est vrai que entre guillemets, on en avait certains où je pense que même mes collègues les plus âgés, ils avaient déjà démarqué sur ce logiciel-là, quoi.
Le plus drôle par rapport à l'IA, c'est qu'en fait, ils nous avaient sorti un logiciel qui pouvait s'apparenter à de l'IA ou à un prompt LLM quand on regardait un peu comment ça fonctionnait, que ça s'appelait justement, comme Marie le disait, ça s'appelait Ave by César. S'il y en a qui travaillent au Crédit Agricole, ils auront peut-être la ref. Et en fait, ce logiciel, c'était un assistant virtuel qui te permettait de poser des questions pour avoir des réponses et notamment de retrouver des documents. Ça nous arrivait parce qu'en fait, on avait plein de points d'entrée, il y avait plein de documents différents, on n'arrivait jamais à remettre la main dessus. Et justement, ce logiciel, enfin, cet assistant virtuel était censé nous aider. Et sauf qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec de l'IA, c'était même, je pense, plus archaïque qu'un moteur de recherche type Google. C'était tout simplement, ils avaient pris énormément de temps pour en fait écrire toutes les questions possibles, inimaginables que tu pouvais avoir à te poser en tant que conseiller, et il fallait que tu poses la bonne question pour que ton assistant virtuel te donne la bonne réponse. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je vous donne 2 exemples, si je lui disais, si par exemple je lui écrivais taux actuel, il risquait de pas comprendre, fallait vraiment que je lui donne quel est le taux actuel sur les crédits immobiliers que je peux pratiquer à mes clients, tu vois? Ah putain, faut 15 milliards de mots-clés pour Exactement. qu'ils trouvent la réponse. Non, c'était pas des mots-clés, c'est que carrément, fallait lui donner la bonne question et que même lui, avant qu'il te donne la réponse, il te proposait des questions types par Ah, rapport à... que eux avaient rentré en Exactement, avance. Ok, ouais. exactement. Genre vraiment, ça n'avait rien à voir avec de l'IA, c'était simplement en fait une sorte de pseudo moteur de recherche qui avait enregistré des questions et qui te donnait la réponse par rapport à la question que tu avais. Mais bien évidemment, si toi ta question était un peu plus précise que la question qui était préenregistrée, impossible que tu aies la réponse vu que ça n'avait Putain, pas mais été le, prévu. et le prix du coup de ce truc-là, parce que J'ai jamais eu le prix. pour la renta, parce Ça qu'au avait été final, développé en interne quand même, faut le dire, mais je pense qu'il y a des milliers d'heures de travail de là-dessus. salariés là-dessus pour un truc qui 3 ans après, on avait ChatGPT qui sortait quoi, la première version, parce que ça il l'avait sorti je crois en 2018, un truc comme ça. Et parce que moi justement quand j'avais 2021, je crois, ChatGPT. et ChatGPT, c'était 2021 qu'ils ont Ouais. eu la première version qui est accessible au grand public. Ouais. Et ça a un peu lancé le truc de l'IA. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point moi ça m'avait fait rire parce que j'étais là en mode quand ChatGPT est sorti, j'étais là en mode bah c'est bon en fait, retirez tout votre logiciel de con là et on va mettre un truc qui marche, tu vois. Parce qu'au final, même moi je finissais par utiliser ChatGPT à la banque. La seule problématique qu'on avait, c'était au niveau des données. Et ça, c'est une réalité, c'est que forcément, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec de l'IA en fonction des entreprises où vous travaillez, parce qu'il y a des problèmes de RGPD et tout simplement de confidentialité des données. Donc voilà, j'étais un peu limité parce que je pouvais pas faire travailler ChatGPT sur tout et n'importe quoi, vu que je pouvais pas lui donner des données sensibles. Mais c'est vrai que c'était un peu l'anecdote marrante de vous montrer qu'ils avaient développé un truc qui, rien que en 2026, alors que c'est un truc qui a même, enfin, qui a 8 ans aujourd'hui, tu vois, c'est pas si vieux en soi pour un truc développé par une boîte. Enfin, c'est juste à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu la petite anecdote drôle. Moi, je pense que j'ai commencé à l'utiliser quand je travaillais encore en cabinet comptable. En fait, j'ai souvent pas eu de chance. J'ai repris des portefeuilles à chaque fois où avec la personne d'avant, ça s'était mal passé. Du coup, j'avais toujours des clients qui étaient un peu, je sais pas comment dire, pas spécialement sympas, mais voilà, je savais que ça pouvait être vite, ça pouvait vite dégénérer. Et du coup, je m'en servais surtout pour écrire des mails de manière à, tu sais, à désamorcer une situation, parce que moi, faut savoir que par mail je peux être très sèche, je sais pas pourquoi, genre je suis très Marie, dès qu'elle cordialement, tu vois. dès qu'elle vous envoie un mail, c'est un tir, c'est simple. Elle a rien d'autre dans son, elle Je sais a pas comment d'autre toi corde à son arc. tu Ouais, fais pour envelopper les trucs. Je pense que ça c'est un skill, ça me manque vraiment. Et du coup le problème c'est que vu que j'ai une tendance à être très directe, forcément c'est des humains derrière et les gens prennent vite les choses pour eux, alors qu'en fait souvent c'est juste par souci d'efficacité. Mais ça c'est un truc que j'ai appris avec l'IA, du coup, c'est d'essayer d'enrober un petit peu ses réponses pour que ça passe mieux auprès de mon interlocuteur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser ChatGPT. C'était principalement pour les rédactions de mails. Et actuellement, ça me sert toujours. Dès qu'il faut que je réponde à un mail où j'ai la flemme, où je sais que c'est tendu, ou en gros je veux faire passer un message de manière, comment dire, subtile, mais en même temps ferme, je sais pas comment dire, voilà, éviter de faire le bulldozer par mail, et j'utilise l'IA. Tu sais que c'est marrant, je pense qu'il y aura un sujet à creuser là-dessus parce que t'es quelqu'un de
pas si direct en réel, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu plutôt quelqu'un qui en général va trouver les mots, va faire attention à pas vexer l'autre et c'est marrant, à l'écrit, tu pas du tout la même personne en termes Mais parce que d'expression. moi, quand je lis mes mails, j'ai pas de raison de me vexer, tu vois? Et en fait, c'est les réactions des autres où je me dis: «Bon, peut-être que c'était mal perçu», alors que ça avait pas vocation d'être mal perçu, mais je sais pas, à l'écrit, je suis peut-être un peu trop directe, j'en sais rien. Trop bizarre. Mais bon, bref, du coup, tout ça pour dire que moi, j'ai commencé par ça, au niveau de l'IA et et dans tout ce qui est la sphère immobilier, en fait, c'est le point d'entrée parce que du coup, la rédaction de mail, je pense que j'en rédige, je pense une dizaine par jour, un truc comme ça et c'est un gain de temps gigantesque. Alors souvent, je reprends pas mot par mot ce qu'il me dit, mais ça me permet au moins d'avoir une base que je remodule après, tu vois? OK. Moi, tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, c'était pas tant pour la rédaction de mails, c'était plutôt pour, l'information et la connaissance parce que, je peux être quelqu'un qui a envie d'avoir une réponse très précise sur un sujet et en fait, ça m'a souvent fait perdre énormément de temps d'aller chercher sur Google parce qu'en fait, sur Google, vous trouvez tout et n'importe quoi, ça va être une question de référencement de mots-clés, vous trouvez pas forcément la bonne information, vous allez parfois tomber sur des forums, vous devez aller lire le message de quelqu'un, mais en fait, vous savez pas si c'est vrai. Enfin bref, mais ça peut être sur plein de sujets, ça peut être des sujets économiques, des sujets juridiques, ça peut être des questions mécaniques automobiles, C'est des vrai que questions sur si le je dois fonctionnement d'un regarder ordinateur. l'historique des conversations sur Claude, Julien, il y a tout un tas de sujets il y a les règles d'un jeu, ensuite t'as Ouais, c'est la ça. mécanique de la voiture, des trucs comme ça. Ouais, hier, par exemple, j'ai fait un prompt, je pense que j'ai dû passer quasiment 20 minutes, j'ai fait un long prompt avec Claude sur le sommeil. Et en Oui, gros, mon voilà, cas ouais. précis du sommeil, qu'est-ce qu'il pouvait me proposer pour l'améliorer, et cetera. Et à chaque fois, je lui demande les sources, et cetera. Comme ça, je vérifie ce qu'il me dit et tout. Et en fait, si j'avais dû faire la démarche moi-même sur Google ou lire un bouquin, en fait, ça m'aurait pris 20 fois plus de temps. Alors que là, en fait, je m'en fous de lire un bouquin sur le sujet, ça m'intéresse pas tant que ça, je veux une réponse, en fait. Donc, Ouais. en fait, je veux qu'il soit capable de me répondre. Et c'est là où on vient un peu sur, pour moi, le point principal quand tu utilises de l'IA, c'est de savoir le prompt. Et je pense que c'est ça qu'on a, savoir le prompter, pardon, parce que je parle un peu en français. C'est un peu ça que on a mis le plus de temps à comprendre et qui fait que je pense qu'aujourd'hui on l'utilise beaucoup mieux. C'est tout simplement que l'IA doit vraiment être très bien promptée quand vous voulez une réponse. Sinon, le problème de l'IA, c'est qu'il a une problématique de ressources, c'est-à-dire qu'en fait, il sait que son utilisation coûte, hein. C'est pas pour rien que vous entendez tout le temps à la télé: «Ah mon Dieu, l'IA, ça coûte de l'électricité, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent». On va vous dire que des entreprises comme OpenAI, qui développent ChatGPT sont pas rentables parce qu'en fait, ça leur coûte plus cher de faire fonctionner ChatGPT que ce qu'ils gagnent par les abonnements, et cetera. Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Dans tous les cas, moi, je pense qu'ils récoltent un nombre de données hallucinantes qu'ils vont revendre au bout d'un moment. Donc, je pense que leur exit, ils le font d'abord sur les données plutôt que sur les abonnements des gens qui payent pour l'utiliser. Mais ce qui est certain, c'est que du coup, l'IA a quand même une notion de s'économiser quand elle vous Mmh. répond. Donc c'est là où votre prompt est important. Et moi justement, je disais, parce que faut savoir qu'on prépare tous nos plans d'épisodes Oui. grâce à l'IA, c'est-à-dire qu'on a le sujet, on a les grandes lignes, on a les anecdotes. Et en général, on demande à l'IA de nous faire un plan pour que ce soit un minimum cohérent et que ça nous fasse gagner du temps pour le faire à la main. Mais voilà, on préfère économiser un peu de temps et d'énergie là-dessus. Et j'en ai un petit conseil à Marie sur le fait de bien prompt et de bien, quand tu as des prompts qui sont préparés, et cetera, de bien les poser aux bons endroits. Et c'est très drôle à quel point, justement, moi, je trouve que, le meilleur moyen d'avoir de l'IA, c'est de lui mettre un flingue sur la tempe. Je sais que très souvent, quand je veux que l'IA me réponde de manière précise, qu'il ne se trompe pas et qu'il soit, efficace, je suis obligé de lui dire: «Tu intérêt à bien me répondre ou je résilie mon abonnement». Du coup, c'est un peu terrible, hein, parce que ça nous amène à une gestion. Alors, c'est là où, tu sais, des gens se disent: «Est-ce que tu pourrais remplacer des salariés par de l'IA?» Moi, perso, je me verrais pas voir un salarié et lui dire: «Tu intérêt à bien travailler, sinon je te licencie Tenir, ce ouais. soir». Ouais, j'avoue. Mais malheureusement, l'IA fonctionne que comme ça parce qu'en fait, c'est un humain très paresseux qui est capable de beaucoup de choses, mais si on lui met pas un petit coup de pied au derrière, en fait, il fera pas grand-chose. Donc voilà, c'était juste ma petite, ma petite parenthèse là-dessus. Heu, En termes d'immobilier, tu l'aides pour, les baux et ce genre de choses ou pas? Alors les beaux, pas trop, Pas parce du que tout j'ai même? un peu le défaut d'être, forcément entre guillemets, d'avoir fait des études de droit, de me rendre compte que honnêtement sur, l'aspect droit, pour l'instant ils sont pas encore, assez bons pour 2 raisons. Déjà parce que étant donné que c'est que des IA développées par des entreprises américaines, ils ont quand même un biais pour tout ce qui concerne le juridique de se baser d'abord sur comment ça fonctionne aux États-Unis alors que la France, ça fonctionne pas du tout pareil, hein. Malheureusement, on aimerait bien, hein, mais c'est très différent. Du coup, en fait, plein de fois, quand je les fais bosser sur des sujets juridiques, je vois qu'ils se trompent Ouais. et qu'ils vont tout simplement confondre les législations, donner des mauvais conseils. Par exemple, encore un exemple tout bête, hein, la Visale.
J'avais une question sur la garantie Visal. C'est une question qui revient souvent. Par exemple, vous avez une garantie Visal. Disons que le locataire, sa garantie Visal le couvre jusqu'à 450 € de loyer par mois. Est-ce que si votre loyer est à 470 €, est-ce que le loyer est couvert jusqu'à 450 €? Est-ce que vous n'êtes pas couvert du tout? Moi, ce que j'avais gardé de l'époque où je m'étais renseigné via Google sur la garantie Visal, c'était que globalement, si la garantie était inférieure au montant du loyer, vous n'étiez pas garanti du tout. Oui. Vous n'étiez pas garanti jusqu'au montant de la garantie. J'ai reposé la question à ChatGPT il y a peut-être 2 ans parce que j'avais vu que la Visal avait évolué là-dessus, etc. Il m'a confirmé oui, il y a eu un changement, maintenant c'est bon. Et j'ai revérifié sur Google, sur le site de Visal, il s'était trompé. Du coup, moi, c'est des trucs où ça me gonfle un petit peu parce que, en fait, je peux pas me permettre d'avoir des erreurs là-dessus. Je sais que, par exemple, j'ai des amis avocats qui utilisent Harvey qui est encore une autre IA dont l'architecture est basée sur Claude à la base, qui du coup est très fort en termes juridiques. Bon, l'abonnement de Harvey, il est très cher pour l'utilisation que je vais en faire, donc je n'utilise pas Harvey, mais je sais que voilà, si je voulais une IA qui serait spécialisée dans les aspects juridiques, il faudrait plutôt utiliser Harvey, et c'est pour ça que ChatGPT ou Claude, je les utiliserai pas beaucoup pour du juridique. Ouais, parce que par exemple, moi j'ai déjà des locataires qui m'ont fait des réponses. Bon, maintenant je commence à avoir l'œil quand c'est répondu par IA. Ils font même pas l'effort, tu sais, de le réécrire ou quoi. Du coup, ça se voit. Et en fait, ils posent leurs questions trop simplement à ChatGPT ou à Ouais, Claude. Et en fait, quand on s'y connaît un minimum en juridique au niveau de l'immobilier et tout, du coup, ça me fait ils avancent des arguments qui sont vrais, mais pas dans ce cas-là. Tu vois, c'est toujours, ça pourrait être, enfin, l'IA ne s'est pas trompée sur la question qu'ils ont dû se poser, mais en fait, ils oublient des éléments importants du contexte qui font que la réponse qui sort est pas fausse. bonne. Et du coup, ça, c'est pour le coup, je suis d'accord, je te rejoins un petit peu. J'avoue que moi, je lui demande moyennement de trucs techniques parce qu'en fait, le 3/4 du temps, c'est plus ou moins à côté de la plaque, tu vois. Tout à fait. Ou souvent, elle va me répondre, par exemple, Claude, il me dit souvent qu'il sait pas et je suis là, bah, comment ça, tu sais pas, mon bref. Allez, au pop-up, on se met au boulot, ou ce soir, je résile mon abonnement. Ouais, c'est ça, je C'est coup résilie de mon pression. abonnement, c'est bon. Donc pour ça, faites quand même attention. Faites quand même attention. Pour moi, tu vois, ça c'est un peu une limite, c'est que tu peux pas, surtout en France où tout est très bureaucratique avec 15 000 exceptions, Ou beaucoup de jurisprudence, beaucoup de... Oui, vas-y. ou des fois, en plus, les règles ne sont pas accessibles sur Internet. On reprend, par exemple, une des choses qui nous est arrivée l'année dernière, dont on a parlé en long, en large et en travers sur ce Tu parles podcast, d'Enedis? Enedis, où en fait, j'ai cherché la norme, La norme? pardon, NFC 1400 en gros, bon, vous avez la 1500, c'est globalement les règles que devez respecter après compteur, donc c'est-à-dire vos prises, vos interrupteurs, votre tableau électrique, etc. Et moi, je voulais des informations sur la norme 1400, donc du coup, qui est la norme avant compteur sur qu'est-ce que doit respecter le propriétaire pour que Enedis puisse installer la grille électrique. Et bien évidemment, c'est pas accessible sur Internet. sur Internet. Je crois que j'en avais parlé à l'époque. Enfin, c'est quand même une honte que dans un pays, vous avez des règles dont vous n'avez même pas accès. Parce que c'est en soi, c'est des règles publiques, hein, c'est fait par Enedis, donc vous êtes obligé de les respecter. Donc puisque c'est une règle publique que vous êtes obligé de respecter, comment ça se fait que vous n'y avez pas accès? Et notamment, du coup, forcément, les IA n'y ont pas accès non plus, donc vont forcément vous répondre à côté là-dessus. Par rapport à ce que tu rebondissais sur l'anecdote des locataires, moi, c'est un autre biais que je peux reprocher aux IA, où des fois je me méfie un peu de leurs réponses, c'est qu'elles ont tendance à vouloir faire plaisir. Je sais pas pourquoi, je Oui, pense qu'il c'est y a vrai qu'elles ont c'est un mot en français, il y a un adjectif comme ça, être... complaisant. Oui, complaisant, voilà, c'est ça exactement. Alors qu'en fait, il y a pas de raison, tu vois. Ouais, Faut que tu lui dises au début de ta question, j'ai pas envie que tu me fasses plaisir, genre ça. exactement. Et c'est vrai que les IA ont tendance à vouloir Tourner dans ton sens, en fait. tourner dans ton sens. Et ça me fait penser à une autre anecdote. L'autre fois, on joue de société avec des amis. Je suis encore fâchée, hein. Et en fait, j'ai voulu faire croire à Marie que il y avait une règle qui s'appliquait. Et en fait, c'était faux. Mais du coup, j'ai demandé à Claude de me dire que c'était vrai. Et j'ai remodifié mon message après. Donc, en gros, je lui ai demandé de me mentir et de pouvoir montrer le prompt à Marie comme si je n'avais pas menti. Et effectivement, il me l'a fait. Donc, c'est là que tu te dis, des fois, c'est plus facile de faire mentir de l'IA sur quelque chose qui est faux que l'IA travaille pour essayer de te donner une vraie information. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'au final, des fois, tu te dis, quel est vraiment l'intérêt de l'IA? Est-ce que c'est un intérêt un peu comment dire, genre ludique? Genre, tu t'en Ouais. sers au quotidien pour lui poser des questions parce que allez, t'as oublié les règles d'un jeu de société, du coup elle va te les envoyer, tu veux savoir plus d'informations sur une série télé, ou par exemple, je suis sûr que ça vous arrive à tous, vous regardez une série
Et, en fait, vous aviez regardé les 5 premières saisons, ils ont mis 3 ans à sortir la saison 6 et en fait, vous vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Je suis sûr que plutôt que de chercher le résumé sur internet ou d'aller voir une vidéo YouTube qui résume ça, je suis sûr que vous demandez à Claude ou à ChatGPT de vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans les 5 dernières questions, dans les 5 dernières saisons, pardon, de manière précise. Je pense qu'il vous fera quelque chose de très calibré là-dessus. Donc voilà. Est-ce qu'on s'en sert aujourd'hui uniquement à titre ludique ou pour un peu par flemme de recherche ou juste pour gagner du temps? Ou est-ce que c'est des vrais outils de travail? C'est vrai que ça, c'est aujourd'hui des questions où je trouve qu'elles sont encore un peu perfectibles là-dessus. Ouais, moi je pense qu'en fait, il faut, quand vous posez votre question, en tout cas dans tout ce qui est mots, entrepreneuriat, etc., faut que vous lui posiez la question en ayant déjà des éléments de réponse dans votre tête. Oui. Et si jamais, lui donner aussi vos éléments de réponse sur un truc où vous êtes sûr, je sais pas, le préavis de temps obligatoirement, et du coup ça le bride en fait sur la réponse qu'il va vous donner et les recherches qu'il va mener. Parce qu'en fait, si tu le laisses le libre arbitre, c'est sûr qu'il se plante. Ça me fait rebondir. Il y a quelques semaines, j'avais regardé une excellente vidéo de Micode sur l'IA. C'est pas la première fois que je parle de ce youtubeur sur le podcast. Je trouve qu'ils font des vidéos de très bonne qualité. Et notamment, ils s'étaient amusés justement à faire une mini-étude sur l'utilisation de l'IA pour les codeurs, tout simplement. Et à différents stades, c'est-à-dire le codeur en école, le codeur qui vient de démarrer plus ou moins sa carrière, entre guillemets, et celui qui est très avancé, qui en soi c'est très bien codé sans IA. Et au final, celui qui utilisait le mieux l'IA, c'était celui qui en fait était codeur depuis beaucoup d'années, donc savait exactement quoi demander, savait corriger l'IA quand l'IA se trompait, et t'avais un résultat qui était bien meilleur, parce que eux du coup allaient beaucoup plus vite. Alors que par exemple les codeurs qui ne se reposaient que sur l'IA, parce qu'entre guillemets ils étaient jeunes dans le métier, qui savaient pas encore tout et qu'ils avaient encore besoin d'expérience, eux ils n'arrivaient pas à déceler les erreurs de l'IA, se reposaient trop sur l'IA pour entre guillemets coder à leur place, et du coup se retrouvaient avec des bugs et plus ou moins des choses qui avaient été mal pensées dès le début. Donc ça c'est intéressant, comme quoi au final ceux qui vont, enfin c'est pas encore des vraies études entre guillemets, c'est juste des mini expériences pour l'instant, mais je pense qu'on va plus ou moins se diriger au fur et à mesure vers justement des étapes sur l'IA. On va se rendre compte que en réalité l'IA ne va pas remplacer tout le monde, mais que plutôt les gens dans une sphère professionnelle qui ont déjà un minimum de compétences et d'expérience seront les mieux à même de s'en servir sans faire d'erreur. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut quand même en fait, il faut être compétent à côté et pas se reposer dessus. Ça doit vous faire gagner du temps, je pense, sur des tâches qui sont pas sans valeur ajoutée, mais quasiment en fait, sur les rédactions de mails. Moi, les beaux, tu vois, par exemple, c'est trop important pour que je lui laisse rédiger. Il y a trop de clauses à prévoir, trop de trucs à prévoir. C'est pas Micode aussi qui avait fait voter les IA entre elles sur la présidentielle? Ouais, mais c'était parce qu'ils ont un podcast aussi, s'appelle Underscore. Bon, je vais en faire la plus gratuite, mais bon, parce que du coup on en parle dans cet épisode. Ils ont un podcast qui s'appelle Underscore où bon, c'est des sujets tech et de codage et d'informatique. Je regarde pas forcément tout, mais là ils ont fait venir un mec qui justement s'est amusé à faire voter des IA pour voir un peu comment elles se comportaient. Et c'était vachement marrant parce que du coup normalement si vous demandez à qui voter une IA, elle est pas censée vous répondre, mais là plus ou moins ils avaient fait un peu un espèce de jeu virtuel où en gros ils avaient inventé des personnages qui avaient le programme des vrais candidats qui s'étaient présentés à une élection en France notamment, et du coup ils les avaient fait voter de cette manière-là. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Non mais tout ça pour dire que voilà, moi je pense que il y a quand même un truc avec l'IA, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'y reposent dessus en mode maintenant on n'a plus besoin de lire, on n'a plus besoin de se cultiver, de connaître les règles et tout. Bah la vérité c'est qu'un peu quand même, tu vois, sinon en fait tu vas vite te tromper et Complètement. En plus, l'IA a le biais de, encore une fois, dans une économie de ressources, de vouloir aller trop vite. Ça, c'est vraiment un très bon exemple que je peux vous donner. C'est que, par exemple, imaginons aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait votre premier investissement immobilier, vous dites c'est pas grave, l'IA va m'accompagner dans l'investissement immobilier, va tout faire pour moi. Et en fait, ça ne fonctionnera pas parce que l'IA ne va pas faire la base quand on veut apprendre une compétence, c'est-à-dire créer des parties. Je vous donne un exemple, c'est que quand vous étiez à l'école, par exemple, quand vous aviez cours de maths, votre prof de maths, en fait, vous aviez un planning sur l'année, donc vous aviez un plan des cours et vous avanciez dans l'année, je sais pas si vous étiez en 4e, au début de l'année, vous faisiez les produits en croix et à la fin de l'année, vous faisiez les équations à double inconnu, par exemple. Voilà, c'est bon, je résume un peu dans les produits en croix, on voit ça avant la 4e, et voilà, vous avez compris le truc de avancer avec un plan et plus ou moins comprendre qu'il va y avoir du temps et qu'il va y avoir plein de sujets à creuser avant d'aller au résultat. Le problème de l'IA, c'est qu'elle va aller au résultat beaucoup trop vite. Donc justement, si vous dites à l'IA
OK, fais-moi investir dans l'immobilier. En fait, elle va te sortir une stratégie genre, regardez une vidéo YouTube, de 3 minutes, vous aurez plus ou moins les mêmes informations que l'IA va vous donner. Ouais. Parce que l'IA n'est pas capable de vous dire: «OK, je vais t'accompagner, mais tu vas avoir 40 heures de boulot avec moi». L'IA va jamais te dire ça. Parce qu'elle va partir du principe que l'utilisateur, déjà, ne veut peut-être pas donner 40 heures de son temps pour bosser avec l'IA et en plus, l'IA n'a pas envie de donner 40 heures de son temps et de ses ressources pour cette personne-là, alors que cette personne-là n'en a pas fait forcément la demande. Et pareil, je pense qu'elle a pas encore accès à toutes les ressources qui sont dispo sur internet. Par exemple, une vidéo YouTube, je pense pas qu'elle puisse encore la transcrire et analyser et recracher le contenu intéressant dedans. Certaines le font. Par exemple, Claude ne le fait pas. ChatGPT ne le fait pas non plus, mais certaines le font. Ouais, mais du coup, elles analysent pas les expériences. Tu sais, il y a la théorie, il y a toujours la pratique, et je Oui. pense que quand elle vous fait la réponse, elle va juste chercher la théorie et jamais les mises en pratique qu'elle peut trouver sur les forums, les trucs comme ça, tu vois, parce qu'elle est feignante tout simplement. Ouais, ça elle peut, mais c'est toujours pareil. Est-ce Faut lui qu'une mise demander, en quoi. pratique sur un forum, tu vois, parce qu'on en revient au truc que l'IA, elle est censée t'apporter ça avec des sources. Est-ce que quelqu'un sur un forum qui a dit qu'il avait fait ça, que ça avait marché, est-ce que c'est vraiment une source? Bah, elle est pas en train de... Bah, elle doit recroiser les différentes... Enfin, je veux dire, bon, voilà, Oui, tu mais vois ce est-ce que je que veux dire. c'est parce que t'as 10 débiles qui disent la même bêtise sur un forum que forcément ça fait une source pour l'IA? Tu vois, là t'as un vrai sujet aussi. Parce Ouais, qu'en c'est mode, vrai. ça reste Internet. Donc en soi, suffit que t'aies 10 neuneux qui disent une bêtise sur un forum pour que si l'IA se base dessus, elle te dise une bêtise aussi. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'en termes de... Parce que là, on a parlé un peu d'IMO, etc. Est-ce qu'en termes de business, genre lancement de business, entrepreneuriat, etc., est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment un game changer ou pas? Alors oui, et juste avant d'y répondre, je vais raconter Ouais, vas-y. une dernière anecdote sur l'IMO que pour le coup on a fait, et ça qui est un des conseils que je peux donner sur, comment utiliser une IA pour gagner du temps. C'est par exemple, tu parlais des mails. Alors, oui, l'IA, on s'en sert surtout pour rédiger des mails et gagner du temps. On a quand même fait gérer un de nos litiges d'assurance par l'IA et ça s'est très bien passé. Oui, mais parce qu'on l'a vachement guidé quand même au début. Oh, pas tant que ça, entre guillemets, on a eu un dégât des eaux et l'assureur a refusé de nous indemniser, du fait que, la fuite était due à une malfaçon, et en fait, l'assureur confondait cause et conséquence en droit des assurances. C'est-à-dire que la cause, donc le fait que c'était une malfaçon, l'IA pouvait nous dire: «On prend pas en charge». OK, de toute façon, c'était réparer une fuite d'eau, il y en avait pour 150 balles. Mais les dégâts, qui étaient un appartement, qui avait pris l'eau, ça, l'assurance, quoi qu'il arrive, était obligée de prendre en charge, même si, entre guillemets, c'était dû à une malfaçon. Mmh. Et après, c'est à l'assurance de se débrouiller éventuellement avec le professionnel qui est responsable de la malfaçon pour se faire rembourser par son assurance, etc. Et du coup, l'assurance a refusé de nous indemniser. Et nous, en fait, on a commencé à râler, se dire: «Ah putain, va falloir rédiger un courrier, machin, etc.» Et en fait, on a expliqué la situation à l'IA. C'était ChatGPT en l'occurrence. On lui a envoyé la réponse de l'assurance. On lui a dit voilà, ce que tu nous conseilles de faire. Et l'IA nous a plutôt bien répondu en disant: bah, écoutez, à ce moment-là, répondez un courrier à l'assurance en faisant valoir vos arguments sur le fait que c'était une contrefaçon, mais que la cause doit dans tous les cas être indemnisée. On a envoyé mail plus recommandé à l'assurance. L'assurance nous a à nouveau répondu un refus. On a renvoyé la réponse à ChatGPT, cette fois sans quasiment, genre j'ai Ouais, lu rien donné, juste le Ouais, courrier, j'ai quoi. lu le document en travers, je dis: «Bon, il refuse toujours», j'ai envoyé à ChatGPT, j'ai dit: «Bon, ben, voilà la réponse», et ChatGPT de lui-même m'a dit: «OK, ils ont refusé, on va passer à la méthode du dessus. Voici le nouveau courrier que tu vas leur envoyer», et là où tu menaces de contacter le médiateur de l'assurance. Et bizarrement, ça a été le dernier courrier parce qu'après on a reçu le virement. Oui, c'est vrai. Donc pour une fois, on a gagné du temps et de l'énergie parce que du coup, c'est quelque chose qui nous aurait un peu agacé, sur lequel on a passé du temps de Ça m'a rédiger le agacé mail, quand rédiger même. le courrier. Au final, on a tout fait faire par ChatGPT, ça s'est très bien passé. Ouais. Maintenant, du coup, pour revenir à ta question sur le Yes. business, ouais, c'est vrai qu'effectivement, l'IA peut te faire gagner beaucoup de temps sur le business. Je pense que ce soit en organisation, en créativité, en conseils plus ou moins sur les missions que tu vas avoir faire. De manière générale, en gros, l'IA est quand même une source d'expérience dans beaucoup de domaines. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui est un peu compliqué quand tu entreprends, c'est que tu fais des choses nouvelles. C'est le principe d'entreprendre, tu vois, de créer. En réalité, souvent avec l'IA, tu vas arriver à facilement mieux organiser ce que tu dois faire. Par exemple, un truc tout bête, mais justement, moi, par exemple, les descriptions d'épisodes de podcast, les descriptions de vidéos YouTube, je sais que sans donner forcément toutes les clés à l'IA là-dessus, je sais que je la fais travailler dessus pour qu'elle m'aide et que ce soit mieux rédigé. Des fois, j'ai du mal à trouver le mot, j'ai du mal à trouver la phrase, ou alors c'est trop long ce que je peux rédiger. Je peux dire, OK, voilà quelle était mon idée, est-ce que tu peux me proposer quelque chose avec la même substance mais plus court, tu vois. Mmh. Là, elle peut me faire gagner pas mal de temps là-dessus.
c'est là aussi on voit l'évolution de l'IA. En 2021, l'IA c'était uniquement tout simplement de la rédaction, et au fur et à mesure ils évoluent sur les images, sur la génération de documents. Honnêtement, moi je trouve qu'en un an, les miniatures YouTube, parce que justement maintenant la problématique de YouTube, Ça m'intéresse toujours autant. on maintenant les génère par IA. Alors j'avais essayé d'en générer des premières par Ah ChatGPT. ouais. On C'était reconnaissait pas Voilà. Julien, c'est Ouais, et puis terrible. on savait que c'était l'IA qui l'avait fait. Là, j'ai trouvé une autre IA qui est spécialisée en miniature. Franchement, Ouais, je c'est pas pense que si mal, ouais. le métier de mini-maker, il est mort. Ou alors justement, le métier de mini-maker demain, c'est de savoir Bien prompt l'IA planté, et et de d'en faire, justement 50 à la minute, voilà, quoi. et de baisser ses prix parce que entre guillemets, il les fera beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai fait un test parce que du coup, on a vraiment pris un mini-maker pour faire une miniature sur une de nos vidéos YouTube. J'ai généré une autre miniature pour cette même vidéo par l'IA. Donc l'IA a analysé la vidéo, m'a proposé une miniature. J'ai fait un test en double aveugle, c'est YouTube qui permet directement de le faire, ce qu'on appelle un test AB, où vous faites miniature 1, miniature 2, et YouTube vous sort les stats au bout de 15 jours pour vous dire laquelle marche le mieux. Les stats étaient équivalentes. Ah! Donc les deux miniatures marchaient aussi bien. Donc celle faite Une par à le 0 mini-maker, et l'autre à je sais pas qu'est-ce qu'il y a? une qui coûte 0 du coup, et Et l'autre qui coûte une qui coûte, ça coûte entre 20 et 30 euros une miniature. Donc voilà encore un exemple de ce que peut vous faire l'IA pour gagner du temps facilement. Pareil, en termes de génération de documents, par exemple, quand on a des présentations à faire, par exemple, à destination des investisseurs avec qui on travaille, on fait des webconférences. Donc forcément, on a le sujet de la webconférence, on a le plan, et tout simplement pour gagner un peu de temps, j'avais pris l'habitude de demander à ChatGPT de me rédiger plus ou moins les slides pour la présentation PowerPoint, mais vraiment ça se limitait à ça, et c'était encore nous qui devions manuellement, entre guillemets, rajouter les couleurs, rajouter les logos et faire en sorte que le PowerPoint il soit joli, que ce soit pas juste des pages blanches. Claude, je lui ai fait faire la même chose la semaine dernière, j'ai été bluffé par le résultat. Il m'a sorti un PowerPoint, je pense que même si on avait eu un alternant, il nous aurait pas fait un truc aussi carré. Ah bah, Genre, même moi ce que je fais c'est pas aussi bien parce que non, d'habitude en fait pour les webconférences, Julien fait le contenu et je fais la forme. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, mais là du coup j'ai été grand remplacée par l'IA. par l'IA. Franchement, c'était au Voilà, niveau des quelle couleurs, grâce. c'était super bien choisi. Il m'a fait des schémas avec des flèches. J'ai dû modifier quelques petites erreurs, mais encore, c'était pas des erreurs techniques, c'était plus des erreurs d'expérience où j'étais pas d'accord avec la formulation qu'il avait employée. Mais franchement, j'ai été bluffé par le résultat, ce qui fait que moi, j'ai gagné énormément de temps parce qu'en fait, j'avais ma substance, j'avais mon sujet, j'avais j'avais mes titres de partie. En fait, j'avais tout ce que je voulais rendre dans ma webconférence, mais j'avais pas forcément le temps de moi-même faire tous les schémas, machin, etc. Il m'a rendu quelque chose de extrêmement qualitatif. Il te le sort dans le format que tu veux. Donc, si tu le veux au format PowerPoint, Word, Excel, PDF, etc. Il te fait vraiment ce que tu veux là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, ça fait un gain de temps de fou. Enfin, c'est limite aujourd'hui, tu t'en rends vite compte, c'est que quand tu entreprends, ta donnée majeure, c'est le temps. T'as jamais le temps pour faire plein de choses, tu vois. T'es toujours là en train de te demander est-ce qu'il faudrait pas que je paye quelqu'un pour faire ci, est-ce qu'il faudrait pas que j'engage quelqu'un pour faire ça. C'est vrai que si tu t'organises bien, l'IA peut vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Mais ça demande quand même de s'organiser, de le prendre en main. Là, honnêtement, ça sera... Ouais, vas-y. J'allais te demander si tu penses qu'il y a vraiment, enfin, il va y avoir vraiment un fossé entre ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent pas, entre ceux qui se reposent dessus, ceux qui se reposent pas dessus, tu vois. Oui, honnêtement, oui. Après, c'est toujours pareil. Je suis pas, comment dire, je suis pas Madame Irma. Je sais pas exactement. Tu vois, par Est-ce exemple, qu'ils vont pas nous les brider au bout d'un moment, tu sais, à cause de l'énergie, tout ça. Moi, j'ai entendu ça aussi que il y avait certains, comme ChatGPT en fait, qui réfléchissaient à soit monter les oui, prix, soit bah, limiter les utilisations parce qu'en fait, les serveurs ça pompe trop quoi, en gros. honnêtement, ça, je sais pas trop. Je t'avoue que j'ai pas spécialement d'avis là-dessus de savoir est-ce qu'ils vont nous le limiter ou pas. Je pense pas, parce qu'en vrai, c'est toujours pareil. Hein, l'énergie, tu sais, c'est toujours pareil. Tu reviens à ce qu'on appelle un problème, un problème malthuséen. Tu sais, quand tu te dis qu'en gros on va manquer d'énergie, c'est tout ce qu'on nous dit sur le pétrole. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit oui, le pic pétrolier a été atteint. Vous verrez, dans 20 ans, il y a plus de pétrole. On nous disait ça il y a 20 ans. Visiblement, dans 20 ans, il y aura encore du pétrole. Ouais, je vois. De toute façon, tonton Donald, il a été chercher le pétrole au Venezuela ou Ouais, l'Iran, donc il va ralasser tout le monde dans les décennies qui viennent, tu vois. Non, mais trêve de blague. En gros, pour moi, je pense que tout le monde aura accès à l'IA, et la différence qu'il y aura, là où, par exemple, je suis pas capable de répondre, c'est est-ce que ça a vraiment un impact extrêmement négatif pour les étudiants qui s'en servent, tu vois? pour les enfants qui arrivent, tu sais, qui vont Ouais, grandir avec. Nous, on n'a pas grandi exactement. avec, mais C'est-à-dire que nous, on a su faire sans.
on saurait toujours faire sans et entre guillemets juste faire avec, ça nous fait aller plus vite, ça nous fait gagner du temps. Maintenant, quelqu'un qui fait que avec, est-ce qu'il serait capable de faire sans? Ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans les domaines qui nous concernent et notamment l'immobilier, aujourd'hui, je pense qu'un investisseur immobilier a tout intérêt de se servir de l'IA et je pense que va y avoir de plus en plus d'écart entre ceux qui s'en serviront et ceux qui s'en serviront pas. Et que justement les investisseurs qui se serviront de l'IA, aujourd'hui ça fonctionne pas encore, hein. Par exemple de demander à l'IA de vous trouver des bonnes annonces ou de arriver à vous trouver quelle banque aller voir en fonction de votre dossier, etc. Parce que c'est des choses que l'IA n'est pas encore en capacité de faire. Elle a des petits problèmes d'accès sur pas mal de sites. Par exemple, l'IA ne peut pas aller sur le Bon Coin. Moi j'ai essayé de lui faire faire, hein. Les IA sont bloquées parce qu'en fait elles sont analysées comme des bots. Donc en fait si vous voulez aller récupérer des données sur le Bon Coin, on appelle ça du scrapping. En fait, le fait de récupérer de l'info sur des sites, c'est du scrapping. Et les IA sont bridés là-dessus, déjà parce que ça leur coûte beaucoup d'énergie. Et également parce que les sites type Le Bon Coin n'ont pas envie que t'aies des bots et des IA qui en permanence viennent chercher les annonces pour soit les mettre sur d'autres sites, soit donner à des gens qui n'iraient pas chercher manuellement. Donc pour l'instant, vous êtes encore limité là-dessus. Pareil sur les banques, hein, allez vous trouver quel banquier pour aller savoir exactement qui aller voir. C'est de l'information, de la donnée que les IA ne peuvent pas encore avoir. Mais peut-être que dans 5-10 ans, ça sera le cas, tu vois. Et auquel cas, vous aurez des gens qui seront complètement bloqués parce qu'en fait, ils ne sauront pas se servir de l'IA. Et t'as ceux qui se serviront de l'IA et qui en fait arriveront à faire toutes les bonnes OP, quoi. Je me sens comme les boomers quand ils ont découvert l'internet, tu vois. Non, quand même pas. Moi, je trouve qu'en fait, on est juste dans la continuité, tu vois, entre guillemets. Moi, je trouve que l'époque d'aujourd'hui, la manière dont fonctionne Internet, dont fonctionne le monde des cryptos, dont fonctionne l'IA, pour moi, tout est un petit peu entremêlé et pour moi, c'est des évolutions naturelles. Pour moi, si je devais espérer une vraie évolution sur l'IA, pour moi, ça serait qu'on arrive carrément sur bon. C'est le début, hein, mais bon, je pense que c'est des trucs qui vont mettre des décennies à arriver de manière complète. C'est tout ce qui va être robotisation. Et là, avec de l'IA, t'imagines, on aurait un robot à la maison pour faire tes travaux. Tu ferais tes travaux avec ton robot. Et ton robot serait tout faire. Par exemple, tu serais là en mode, putain, comment je pense mon bac à douche, et ton robot, il arriverait, attends, regarde le bac à douche, on va le regarder comme ça, il regarderait tes évacs, il ferait, ok, en fait, là, tu vas avoir ce problème-là, donc je te propose qu'on aille d'abord à Leroy Merlin pour acheter la bonne pièce, et comme ça, on revient, on pose ton bac à douche, tu vois. Oh, punaise. Ça arrivera dans 20 ans, mais pour moi, dans 20 ans, ça serait possible. Pareil, ta voiture, on parle toujours de voiture autonome. Moi, je rêve de la voiture où, je sais pas moi, t'as un rendez-vous quelque part, il y a jamais de place pour se garer. Ta voiture, elle te dépose devant ton lieu de rendez-vous, elle va se garer toute seule ailleurs, tu vois. Et elle revient te chercher à 11h. C'est à quoi ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu la série Altered Carbon, en fait, poussée à l'extrême, du coup, ça aboutit sur ça. Ou iRobot aussi. iRobot, voilà. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais moi, honnêtement, c'est un peu comme ça que j'imagine le futur de l'IA et je pense que ceux qui s'en serviront et qui auront les moyens de l'avoir, si on est d'accord, hein, une fois que tu auras un robot quotidien qui te permettra de faire des travaux, ça vaudra très cher, je pense. Mais quand tu arriveras à t'en servir, moi, franchement, je vais m'acheter plein de robots, ils rénoveront mes appartements en permanence, hein. Bon, moi je pense qu'il faut continuer à lire à côté quand même, histoire d'avoir quand même un cerveau qui tourne plus ou moins correctement. Tu vois, là encore, hein, je suis pas sûr que... Tu vois, moi je suis pas forcément d'accord avec ceux qui disent que ça fait moins tourner le cerveau d'utiliser l'IA. Encore une fois, pour les jeunes qui sont dans un processus d'apprentissage à l'université, ces choses comme ça, je pense que ça peut quand même avoir un impact négatif. Moi honnêtement, dans mon quotidien, je me sens pas plus bête depuis que j'utilise de l'IA. Au contraire, j'ai l'impression de savoir plus de choses, avoir accès à plus de connaissances. Que tu lis toujours autant et que tu fais des recherches enfin, tu n'utilises pas que l'IA dans ta vie, tu vois. En fait, moi, l'IA, encore une fois, c'est un gain de temps. Et je veux dire, quand je faisais des recherches sur Google, j'avais pas l'impression de devenir moins bête. Moi, je trouve que c'est plus dur d'aller chercher sur Google, de comparer. Oui, c'est plus dur, mais pour moi, encore une fois, c'est pas une question de difficulté. Genre, entre guillemets, on dit toujours dans l'immobilier, c'est pas parce que tu fais une opération difficile qu'elle est forcément mieux qu'une opération facile. Pour moi, l'IA, c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est plus facile que c'est forcément mieux. Que c'est forcément moins bien, pardon. Moi, j'ai dit le contraire de ce que je pensais. Mais au contraire, moi, je pense que des fois, tu as des choses faciles où, entre guillemets, il faut en profiter et tu n'auras pas forcément d'impact négatif. Bon, on espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et comment vous l'utilisez dans votre quotidien. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram La Flouserie, à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner sur notre podcast. Ça nous aide au niveau de l'algorithme. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.